parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce de la série H.O. Le film d'aujourd'hui s'appelle Six Undergrounds. Il est réalisé par Michael Bay. Oh oui, Michael Bay. Michael Bay, un sujet en soi. Michael Bay, il est sorti le 13 décembre 2019 sur Netflix. Et on va parler de Michael Bay Netflix. Je l'ai vu à la télé en version française. Alors, Michael Bay chez Netflix, c'est quelque part... C'est pas un coup de tonnerre, mais c'est quand même fort comme réalité. Ça doit faire partie des premiers budgets Netflix réellement de blockbuster à proprement parler. Le film ayant coûté 150 millions de dollars. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez 150 millions de dollars, c'est le seuil fatidique au-delà duquel le film, arrivé à ce pognon-là, le film est considéré comme un blockbuster, un vrai gros blockbuster, et est supposé ramener normalement au cinéma son investissement directement sur le sol américain. C'est-à-dire que les entrées cinéma doivent ramener 150 millions de dollars. Vous voyez un petit peu le délire. Il faut bien comprendre que je nuance un petit peu. Aux États-Unis, les sorties de films en DVD ou en Blu-ray sont très rapides, ou en streaming maintenant en VOD, sont très rapides après la sortie du film. Je crois que c'est même pas une semaine. Ce que j'avais vu, c'était ça. Moi, je croyais que c'était genre un mois. En fait, non, c'est beaucoup plus court que ça. C'est vraiment très très rapidement, notamment parce que c'est quasiment simultané dans certains états, parce qu'il y a certains endroits. Faut imaginer que les États-Unis, c'est un continent, quoi. Donc il y a certains endroits, il n'y a pas de cinéma du tout. Si tu veux voir le film, t'as que le streaming ou la DVD tech du coin, la Blu-ray tech, ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc quand je dis 150 millions de dollars, c'est vraiment là spécifiquement les sorties cinéma. Les achats, locations, tout ça sont comptés un peu dedans, mais la majorité doivent être vraiment, les gens vont dans un complexe de cinéma et mettre le film au cinéma. C'est là où il y a vraiment le bénéfice maximal. Et grosso modo, c'est important de voir un premier film Netflix à ce budget-là. C'est pas non plus n'importe qui, c'est Michael Bay. Michael Bay qui est le spécialiste du blockbuster qui ramène un maximum de pognon et qui, grosso modo, garantit le milliard à chaque fois, notamment avec sa série Transformers, mais il avait fait déjà à l'époque Bad Boys 1 et 2, des films qui ont vraiment à chaque fois cartonné au niveau populaire, et c'est un peu la marque de fabrique de Michael Bay, c'est d'avoir compris un certain cinéma populaire, certes pas très subtil, certes clairement voué aux explosions et autres effets pyrotechniques de cascade toujours plus spectaculaires. C'est clairement Michael Bay en est le représentant. Donc tout ce que je dis là, c'est pas forcément des grandes qualités, c'est même plutôt des défauts, puisque ces films sont assez caricaturaux les trois quarts du temps. Nonobstant, c'est aussi un cinéma qui engrange énormément d'argent. Énormément. Il faut vraiment être clair, Michael Bay, c'est toujours drôle de parler de Michael Bay dans un podcast et de commencer à dire blablabla, il est comme ci, il est comme ça, c'est un glandu. En attendant, le mec est bourré de pognon, il est hyper bankable, lui il va faire des films toute sa vie, quoi. Il est improbable que Michael Bay ne fasse plus de films un jour. Est-ce que tellement on va lui proposer du pognon pour le faire, il les fera même s'il n'en a plus envie. On est arrivé à ce stade-là avec Michael Bay, il faut bien s'en rendre compte. Donc Michael Bay qui a explosé le box-office cinéma avec les différents Transformers et qui a chaque fois cartonné, bien que ce soit de très mauvais films globalement, faudrait que je prenne un temps pour expliquer ça. Je fais tout de suite une parenthèse. Durandal, qui est un critique YouTube que vous connaissez probablement, a tendance à avoir la dent plutôt douce, je trouve, sur Michael Bay. Il apprécie son cinéma, il aime pas rentrer grosso modo rué dans les brancards en mode ce qu'il fait c'est mauvais, il aime bien expliquer au contraire son cinéma, les effets de style, ainsi de suite. Je vous renvoie, moi personnellement, plutôt à la vidéo de Monsieur Bobine, le cinéma de Monsieur Bobine, que je trouve excellent, d'excellentes critiques, qui ont notamment expliqué un peu le style Michael Bay. Je vous mettrai leur vidéo dans le lien. Je trouve que c'est un peu plus critique, un peu plus juste dans ce qu'il dit sur son cinéma. Vous avez compris, Michael Bay est un sujet en soi, une problématique de cinéma en soi, c'est cette fameuse opposition entre qualité et rentabilité, puisque le cinéma est une industrie, et malheureusement, il est possible d'être rentable dans le cinéma en faisant plein de choses, dont j'ai déjà parlé dans d'autres critiques, en mentant sur les bandes annonces, système classique, parce qu'au final, le cinéma, c'est un peu un pari de dupe, tout le monde le connaît, une fois que t'as payé ta place, que le film soit bon ou pas, on s'en fout un peu, et au niveau de la production, on n'en a rien à branler. Et du coup, Michael Bay, c'est un peu l'archétype de ça, c'est tu viens voir du spectacle, je vais t'en donner, quitte à ce que ce soit incohérent, stupide, insultant, quand je dis insultant, c'est que ce soit homophobe, transphobe, genrephobe, enfin voilà, il y a de tout, il y a des à boire, à manger chez Michael Bay, c'est dans tous les côtés virilistes, enfin c'est un vrai bonheur, son cinéma à cet endroit-là.
que les personnages soient cons comme des portes, enfin je vais pas revenir sur les points dont j'ai déjà parlé, mais par contre tu vas voir des effets spéciaux à mort et des cascades grosso modo que t'as pas vu ailleurs. Je vais essayer de te donner quelque chose d'original, ça c'est son truc à lui. Ça c'est vraiment son truc à lui, réussir à te mettre face à des spectacles que tu n'as encore jamais vus et que ça envoie un maximum de spectaculaire. Et ça, il faut le dire, il remplit le contrat. Mais on en arrive, comme je disais, à un paradoxe du cinéma qui est ce truc quand ça devient même inefficace. C'est-à-dire que ça ne raconte plus rien. On arrive à un tel niveau d'agitation que ça ne raconte plus rien. Et Six Underground, comme d'habitude chez Michael, c'est du Michael Bay pur jus, vraiment pour le coup. Je vais vous en parler un peu plus en détail. C'est un projet à 150 millions de dollars, donc il fallait un gros casting aussi, je tiens à le souligner. Il y a donc notre ami Ryan Reynolds en tête d'affiche. Ryan Reynolds, qui est clairement l'un des acteurs les plus bankable actuels, avec bien sûr la franchise Deadpool que tout le monde attend. Donc quand il y a sa tête maintenant sur des films, d'ailleurs il est devenu un peu un Deadpool dans tous les films où il va. Le très bon exemple c'était Hobbs & Shaw, où il avait soi-disant un second rôle, et toutes les séquences où il est là sont basées sur sa capacité d'improvisation, sur les blagues qu'il fait. C'est du Ryan Reynolds, c'est-à-dire il est devenu quasiment une caricature de Deadpool, mais qui est en fait devenu lui. Que les choses soient claires, hein. Je vous conseille vraiment de voir son rôle dans Hobbs & Shaw, qui est vraiment, pour le coup, étrange et absurde. On a vraiment des séquences qui sont monopolisées par lui et qu'elles sont pensées comme ça pour que le public vienne voir le film et dise « Ah, j'ai eu The Rock, j'ai eu Jason Statham, mais en plus j'ai eu du Ryan Reynolds dedans. » Et donc c'est complètement vendu comme ça. Et là, je ne vais pas vous surprendre, il est égal à lui-même dans Six Underground. Donc, est-ce qu'on est encore face à une histoire... Quand je vous dis qu'on est face à un réalisateur pour qui les histoires ont finalement très peu d'intérêt, et qui sont essentiellement des prétextes à faire des scènes d'action et à chercher l'originalité au maximum, et qu'en plus l'acteur principal est lui-même devenu, grosso modo, le personnage c'est Ryan Reynolds. Le personnage c'est lui. Est-ce qu'on va péter dans l'originalité, et est-ce qu'on va être réellement surpris par le résultat ? Bon, bah, spoiler, non. Est-ce que pour autant le film est mauvais ou désagréable ? Eh ben c'est le problème avec Michael Bay. Le film n'est jamais réellement... Alors non, ce que je dis est faux. Six Underground va faire partie de sa série de films qui est agréable. Mais nonobstant, c'est mauvais. C'est ça qui est fou avec son cinéma. Hein. Mais on va tout de suite en parler. Je voulais juste aussi pointer le fait que, vraiment symboliquement, c'est le premier film blockbuster vraiment de Netflix, 150 millions de dollars. Et ben ils ont blindé comme toute production. On a un réalisateur ultra bankable, si ce n'est le plus bankable actuel. Un des plus bankable actuels, il y a lui, il y a Justin Lin, je pense. Justin Lin, c'est le réalisateur notamment de pas mal de Fast and Furious, et du dernier Star Trek, notamment Star Trek Beyond, au-delà, au Québec. Donc voilà, ils font vraiment partie des réalisateurs extrêmement bankable. Et derrière, on met l'acteur bankable actuel, c'est-à-dire Ryan Reynolds, qui est vraiment devenu, je pense, peut-être ce qui se fait de plus bankable actuellement, avec Vin Diesel dans la série des Fast and Furious, et The Rock. Je pense qu'il doit y avoir juste The Rock au-dessus actuellement de Ryan Reynolds en termes de bankable mondial. Donc voilà, on assiste vraiment au premier coup de production Netflix. Et ce qui est dommage, c'est que Netflix avait réussi jusqu'à présent à plutôt aller vers des films d'auteur, des films assez couillus dans leurs tentatives. Il n'y avait pas que des réussites dans les productions Netflix, mais au moins ça donnait un nouveau champ d'expérimentation pour des auteurs pour des films qui ne trouvaient pas forcément preneurs au cinéma, ou qui avaient du mal à se diffuser, ou qui avaient du mal à se faire, et c'était cool. C'était quand même cool de voir Roma être suivi par Netflix. C'est un film qu'Alfonso Cuarón avait du mal à monter, donc c'est quand même super cool. C'est super cool que Okia ait pu se faire grâce à Netflix aussi, c'est quand même très cool. Mais on en arrive maintenant à la limite, c'est-à-dire que Netflix, c'est une boîte, il y a des actionnaires, il faut faire rentrer du pognon, et maintenant on a le droit au bon vieux gros blockbuster de chez papa. Donc pour moi c'est une perte de qualité. C'est logique économiquement parlant, mais c'est clairement une perte de qualité, c'est un nivelage quelque part vers le bas de ce que peut produire Netflix, mais je vais m'expliquer, parce qu'en même temps je vous dis que c'est plutôt un Michael Bay agréable, donc quelque part c'est faux. Non, vous avez compris ma critique, j'aurais préféré que des réalisateurs qui ont du mal à monter des projets aient plus d'argent, ou cette somme d'argent-là, sur un projet réellement original, parce que Netflix peut le rentabiliser différemment, à un autre principe, et n'est pas tenu à une sortie cinéma qui est forcément limitée dans le temps. J'aurais aimé voir Netflix faire autre chose, une autre forme de blockbuster. Alors il faudra que j'analyse la question plus longtemps, que je vois un peu comment Netflix estime rembourser, capitaliser sur un blockbuster à 150 millions en streaming.
mais je vais étudier la question, on en reparlera de manière un peu plus spécifique à l'occasion. On va tout de suite parler du pitch. Je ne vais pas faire forcément une très grosse critique aujourd'hui, mais vous allez comprendre où je vais en venir. Vous avez déjà eu le fond, un petit peu le fond de sauce là avec lequel je vais vous régaler aujourd'hui, les papilles. Une volaille avec de la sauce au cèpe, j'ai une espèce de purée épaisse qui ressemble à du gerbos, présenté n'importe comment, avec une feuille de salade crevée, avec un bout de tomate. Tu t'es pas posé la question une minute? Je vais pas t'apprendre à cuisiner en 5 jours, mon gars. Quand on est mort, ce qui est cool, c'est que personne ne vient plus vous embêter. Sur ce pitch très très simple et qui tient en une seule phrase, une équipe est montée par un milliardaire qui se fait appeler numéro 1. Il monte une équipe de 6 personnes, de 1 à 7, et vous allez découvrir pourquoi, pour grosso modo faire des choses bien dans le monde, et prendre un maximum de risques avec des actions extrêmement compliquées. Et leur grand projet pour cette aventure, c'est grosso modo de faire tomber un dictateur dans un pays imaginaire qui s'appelle le Turkestan. Et pour le faire tomber, ils décident de faire les choses très intelligemment, en faisant d'abord tomber ses généraux, en ayant un plan très élaboré, en mettant son frère au pouvoir qui, coup de bol, est un grand démocrate, et lui pas. Bref, vous avez compris le scénario, franchement, je fais pas un pitch plus long que ça. Donc il s'agira pour cette équipe de faire tomber ce dictateur et de découvrir entre des liens qu'ils pensaient être insoupçonnés. Voilà, c'est un petit pitch, mais vous allez comprendre où je vais en venir, parce que c'est pas sur le scénario que le film brille le plus. Vous vous en doutiez un peu, Michael Bay style. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? On peut commencer à parler de décor, production globale, c'est de la grosse production. Je peux pas le dire autrement, façon Michael Bay, il y a toute une séquence qui se passe dans un penthouse en haut d'un immeuble qui est assez dingue. Alors de là à dire si c'est effets spéciaux ou réalité, il y a une partie qui m'a l'air d'être réelle et c'est assez dingue. Donc encore une fois, là le contrat est rempli, c'est du Michael Bay. Donc scène de fusillade dans un penthouse en haut d'un immeuble de grand luxe, je crois que ça se passe à Hong Kong, je sais plus. Et on a vraiment pour le coup, non ça se passe pas à Hong Kong, ça se passe au Turkestan, mais ça m'a fait penser à ça, à ces gratte-ciels là, et c'est assez incroyable avec une grande piscine, vous voyez, une grande piscine où on a carrément des parois qui donnent sur le vide. Enfin voilà, c'est vraiment du très beau, de haut standing d'appartement avec des effets de vitres et tout ça. C'est relativement lisible, c'est-à-dire que c'est du Michael Bay, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où tu sais plus trop où est qui et comment, pourquoi ils arrivent pas à se voir alors qu'il y a 15 vitres partout. Si tu écoutes les personnages, on dirait qu'ils sont dans un labyrinthe, alors qu'en fait quand tu vois l'appartement, ça a l'air d'être de l'extérieur, ça a l'air d'être relativement lisible. Ils ont carrément un sniper à l'extérieur qui regarde les trucs, qui devrait voir tout le monde, mais visiblement c'est pas possible. Bref, c'est du Michael Bay. Tout est très approximatif, mais en tout cas en termes de production, ça envoie. Ils ont un QG qui est une sorte de vieil avion, machin, dans une sorte de désert. Ça correspond au principe de l'histoire, parce que les personnages sont supposés être morts et disparus. Ça fonctionne plutôt bien, et dans le film, on est un peu dans quelque chose de James Bondesque, hein, on voyage pas mal. C'est très, comment dire, bateau de croisière sur la Riviera et des choses comme ça. C'est vraiment grand palais. Enfin voilà, on sent vraiment le côté grosse production et le côté gigantisme de la réalisation de Michael Bay, qui est un mec qui a un ego, je vous rassure tout de suite, qui est un mec absolument humble, hein, si vous avez un doute en voyant ces films. Bref, je veux pas faire long sur les décors, mais c'est juste pour dire on est vraiment du très gros décor de gros blockbusters avec des endroits de riches, qui joue beaucoup sur le fait qu'on est chez le dictateur, blablabla. Certes, c'est cohérent dans l'histoire, mais c'est pour dire que ça ressemble aussi à ce que fait Michael Bay en général, et c'est un mec qui aime bien le gigantesque. Même dans des films comme Pain and Gain, c'est un des rares films où il a osé à un moment donné faire un petit peu différemment, et c'était pour le coup surprenant en étant dans des lieux un peu plus communs. Mais la plupart du temps, sinon son cinéma, on est toujours dans une sorte de gigantisme. Et là, on est typiquement là-dedans. C'est du bon production design de blockbuster. C'est pour ça que je voulais en parler, pour que vous sachiez un peu où vous mettez les pieds. Être ou ne pas être. Ne pas être. Au niveau du casting, c'est pour ça que j'ai pas trop développé les personnages, je voulais en parler un petit peu par rapport aux acteurs. Donc Ryan Reynolds joue numéro 1, ils ont tous des chiffres, hein, comme je disais, comme prénom, si je l'ai pas bien dit, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et grosso modo, ils ne sont pas supposés se connaître leur prénom, parce que voilà, ils sont là pour la mission d'aller au-dessus de tout, et comme ils sont disparus, ils n'ont plus aucune... c'est un peu ce que le personnage de Ryan Reynolds leur vend, ils n'ont plus aucun
aucune attache, ils sont plus liés aux impôts, à la vie, aux obligations familiales, sociales, et ainsi de suite, vous voyez le genre, quoi. Donc voilà, mais du coup, ils doivent aussi pas se connaître personnellement, sinon voilà, ils peuvent se vendre, s'il y en a un qui est attrapé, ils peuvent vendre les uns les autres, et puis ça crée l'effet boule de neige de, ils retrouvent votre famille, machin, blablabla. Donc ils sont supposés être, grosso modo, ils sont supposés avoir rien à perdre, comme ça la mission est sûre d'être accomplie. Et sur ce principe simple, le film est clairement joué sur des archétypes, et les personnages sont évoqués comme des archétypes. On a Mélanie Laurent, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu au cinéma, qui est très bien dans le rôle de l'espionne, qui est une sorte de femme, qui joue un peu une sorte de femme fatale, hyper précise, tout ça, qui fonctionne bien, je trouve que son rôle est assez réussi. On a Martial Garcia Ruffo, qui est lui le mercenaire, qui joue Javier, qui est clairement un cliché d'hispanique, qui est proche de sa maman et des trucs comme ça, mais qui en même temps est assez badass, mais qui est aussi un petit peu foufou, qui boit un peu trop, qui est un peu le guignol de l'équipe. On a Ben Hardy qui joue le voleur, l'équilibriste, qui joue un petit blanc comme ça, et qui fait tout ce qui est parcours et ainsi de suite, qui est devenu un peu une tarte à la crème dans les films aussi. Les voleurs font forcément du parcours et sont des as de l'équilibre, donc c'est clairement vendu comme ça. Bon voilà, son surnom c'est l'équilibriste, donc ça dit clairement les choses. On a Dave Franco dans le rôle du chauffeur, et on le voit clairement conduire. On a Corey Hawkins qui joue le rôle du sniper, et qui est clairement qu'on le voit clairement faire le sniper, machin, blablabla, donc c'est assez classe, assez réussi. Bref, on est face à des archétypes. Et je tiens à être clair, le film ne dépasse pas ces archétypes et n'essaie pas de le faire. Grosso modo, ils vont s'unir dans l'action, et c'est tout. Et là, il faut admettre que, contrairement à beaucoup de films de Michael Bay, là, c'est cohérent. C'est-à-dire que ils ne se connaissent pas, mais ils vont finir par faire corps autour de cette mission, autour de cet objectif, et ils vont se rapprocher les uns des autres parce qu'ils prennent des risques, parce que c'est dangereux, parce que bien sûr ces missions sont extrêmement cohérentes et vraisemblables. Spoiler, pas du tout, mais alors non, jamais. Fin du spoiler. Mais grosso modo, ça donne lieu, du coup, aux scènes d'action que notre cher Michael Bay nous a promis. Et c'est dans l'action que les personnages vont finir par être proches, vouloir petit à petit se sauver les uns les autres, et voilà. Et c'est pas idiot, c'est cette idée un peu libérale et capitaliste, il faut être clair, je suis obligé, excusez-moi pour l'idéologie politique simple, mais Michael Bay en est un archétype. Il lie des personnages par l'action sous le projet d'un mec qui est milliardaire. Enfin, même si moralement c'est juste, ils sont clairement quelque part forcés dans l'action, vous verrez comment, je ne veux pas spoiler plus que ça, mais il y a clairement à un moment donné un point de vue qui est, son projet à lui est tellement bien que dans l'action ils finissent par tous s'unir, alors que c'est des gens qui ne se seraient pas connus autrement, ne seraient pas devenus proches autrement, et ainsi de suite. Le sous-entendu du texte politique, il est là. C'est le milliardaire altruiste qui a un problème par rapport aux autres et tout ça, certes, mais qui dans le fond est bon, et du coup dans l'action les personnages vont pouvoir s'unir autour de ce projet, parce qu'au final dans le fond il avait raison, c'est un bon projet. Vous voyez le truc? Donc c'est plutôt cohérent, c'est plutôt intelligent de dire voilà, je vous libère de votre vie sociale, donc vous êtes libre de vous engager dans quelque chose de plus grand et de plus juste, vous n'avez plus toutes ces contingences qui vous freinaient avant, travail, famille, patrie, je caricature, et en l'occurrence, oui, ça n'a rien à voir avec le régime de Vichy, mais bon, peu importe, vous comprenez l'idée, le métro boulot dodo et tout ça, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on a peur de perdre et on se dit, voilà, je veux pas prendre le risque d'eux. Et du coup, on peut aller vers... En fait, libéré de ça, on peut devenir des personnages de films d'action. C'est ça qui est drôle en termes de métaphore. Mais je reviendrai sur le scénario après. Tout ça pour dire, le casting fonctionne sur ces archétypes et les différents acteurs les interprètent vraiment bien, au premier degré. On a Ryan Reynolds qui, au-dessus ça, fait du Ryan Reynolds. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un des rares films où je trouve franchement peu ou pas drôle. Honnêtement, j'ai trouvé que souvent les vannes tombaient à plat, Voilà, le film le joue, c'est clair, il y a du Ryan Reynolds dedans, donc il faut le faire, et ok, d'accord. Mais honnêtement, je trouve que ça apporte pas grand-chose au film, que soit un peu dans l'humour à la Ryan Reynolds, au second degré, beaucoup en mode « Ah, mais je pensais pas réussir à faire ceci, cela, machin, bon... » Honnêtement, voilà. C'est un petit peu Même sa capacité à lui, le fait qu'il soit devenu milliardaire en développant une sorte de super aimant qu'il y a dans tous les téléphones, blablabla... Je trouve pas ça très parlant, honnêtement. C'est plus l'archétype du milliardaire, du Bruce Wayne au grand cœur, je caricature, mais enfin, même pas de Bruce Wayne, oui, non, c'est même Tony Stark, là, pour le coup. Je suis devenu riche avec une invention, et ça nous permet en plus de faire des trucs de fou qui sont des effets spéciaux de cinéma. Voilà, donc, on est vraiment là-dedans. Mais le casting fait bien le taf, et j'insiste,
l'histoire arrive à unir les personnages dans l'action, et ça, c'est plutôt bien vu. Mais je reviendrai là-dessus après sur le scénario. J'ai un peu trop développé déjà là, excusez-moi. Je voulais garder ces choses-là pour le scénario. Je vais juste vous parler un petit peu de la mise en scène, de l'action. Faut en parler chez Michael Bay un petit peu quand même. Moi, j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Et quand je parle de ça claque, pardon, Seigneur, ça me fait penser à une petite levrette. Pardon, j'ai été trop loin. Il faut parler de la mise en scène de l'action chez Michael Bay pour deux choses. La première, c'est que c'est un mec qui ne supporte pas la staticité. Il a vraiment beaucoup de mal avec le plan qui dure. C'est un mec qui aime beaucoup surcuter ses actions. Ne supportant pas cette staticité, on a souvent un montage qui est surcoté et qui correspond vraiment au style de cette nouvelle génération qui est souvent en train de regarder des films en regardant son téléphone, vous voyez ce que je veux dire ? C'est cohérent. Moi, je n'incrimine rien, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, je dis juste c'est comme ça. Du coup, son cinéma est quelque part cohérent par rapport à notre époque et rejoint bien, à mon avis, un regard qui est sollicité de plus en plus sur les écrans, les multi-écrans, le fameux multitasking qui est devenu quelque chose d'évident. Il faut être capable de faire plusieurs choses en même temps, sinon voilà, on est un peu à la traîne, machin, blablabla. Et on est tous amenés de nos jours à faire... c'est vraiment devenu évident, je vais faire un truc, je mets une vidéo à côté, je mets une musique, je mets un jeu vidéo en parallèle de la série que je regarde. Les gens sont rarement directement focus sur ce qu'ils regardent. Ce qui est... Et donc, par définition, s'ennuie plus vite d'un plan plus long ou d'un plan qui prend son temps ou qui se pose. Je pense que c'est dommage, parce qu'on passe à côté de toute une tension du cinéma, et que je pense qu'il faut savoir faire les deux, savoir faire du multitasking quand le film s'y prête, l'objet s'y prête, et être aussi capable de se dire, je pose mon téléphone pour regarder, je sais pas, par exemple, The Irishman, dont vous retrouverez la critique sur ma chaîne YouTube, par hasard. Non, je prends cet exemple-là parce que c'est la mise en scène de Martin Scorsese, c'est-à-dire que il se pose et il crée une tension qui mérite largement qu'on regarde le film plutôt que de laisser son regard et son attention aller ailleurs. Il faut être dans le film le plus possible. Et donc Michael Bay est un peu à l'inverse, et je trouve que c'est pas inintéressant comme démarche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison de sens. Ce qui est très drôle avec, par exemple, Six Underground, c'est qu'on a toute une voix off qui est faite par le personnage de Ryan Reynolds, qui en fait n'apporte rien de plus que de dire... En fait, je spoil, mais je suis désolé, le film commence par dire, en fait, quand on est mort, c'est super parce qu'on fait ce qu'on veut, mais en fait, je sais pas du tout ce que c'est que d'être mort, et c'est bien de pas faire toujours ce qu'on veut. Et d'avoir des liens avec les autres, c'est bien. Waouh! Cet éclair d'originalité, je vais être clair, Six Underground ne va pas du tout vous apprendre un truc sur la vie, là, faut arrêter, quoi. Mais les voix off, en général, sont intéressantes, non pas pour faire de la voix off, parce que c'est Ryan Reynolds, mais parce que ça amène une certaine introspection. Là, c'est quasiment une anti-voix off qui arrive à des moments dans le film pour faire des liaisons légères au début et à la fin, et au final, son personnage n'est pas si central que ça. C'est ça qui est paradoxal. On se rend compte à la fin du film, franchement, je me dis, non, à fond, en fait, il veut faire une série, en fait, de films. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Pourquoi faire? C'est très, très étrange. Et ça vient du fait que cette voix off est quelque part à un but tellement abstrait. On comprend ce qu'ils veulent faire. En fait, le film te dit dans les premiers quarts d'heure ce qu'ils veulent faire, comment ils vont le faire, et c'est tout ce que tu vois. Il n'y a aucune surprise. J'insiste vraiment là-dessus, et tant pis si je vous spoil. Il n'y a aucune surprise parce que il n'y a pas de suspense. Le film ne se vend pas comme ça. Et ça, c'est plutôt intéressant. À la limite, le suspense, c'est qui va survivre ou pas. Mais très vite, c'est un suspense auquel on ne croit plus. Le film étant quelque part une comédie, il y a toute une partie qui joue beaucoup sur des déguisements et sur du comique. Le comique de Michael Bay, c'est-à-dire un comique qui est joué sur du visuel assez grossier, des blagues franchement pas subtiles, le mec bourré, le mec qui fait du rentre-dedans à la fille de manière grossière, les jolies filles, Mélanie Laurent étant régulièrement en petite tenue, en tenue très moulante. Il y a un autre personnage féminin dans l'équipe, mais franchement, je comprends pas ce qu'elle apporte. Franchement, tu comprends vraiment juste dans la conclusion qu'elle était éventuellement intéressée par un autre machin. Mais honnêtement, elle apporte rien. Ça s'appelle le Docteur. J'ai vraiment pas compris l'intérêt du personnage, dans l'histoire, faut être clair. Et on a donc cette mise en scène qui joue beaucoup à mettre en relation ces archétypes pour donner de l'humour relativement grossier et pas très subtil à des scènes d'action classiques, un peu à la Ocean's Eleven. C'est vraiment le principe du Ocean's Eleven. On a une équipe, ils montent un plan, il y a des complications, machin, blablabla, comme d'habitude, tout ne se passe pas comme prévu, mais c'est spectaculaire et original, et tout était là. L'idée, c'est d'avoir une équipe et qui sont des archétypes, mais que ça devienne spectaculaire et original, et il faut être honnête, ça devient spectaculaire. Là où Michael Bay est fort, et c'est là où je voulais en venir,
Oui, c'est surcuté, et vraiment par moment, il y a des plans, par exemple, j'ai un exemple, il y a une voiture qui arrive en bas d'un immeuble et on a 3 valeurs de plans différents qui ne servent à rien. C'est 3 fois des plans qui disent la voiture arrive devant l'immeuble. Mais c'est le style, c'est le rythme visuel que Michael Bay aime mettre dans ses films, c'est ce côté un petit peu pub à la MTV, vous voyez, ce petit côté toujours sur la musique. Il y a la musique de la voix, la musique du film, c'est pas pour rien que Michael Bay est le grand défenseur inconsciemment ou consciemment, de ce qu'on appelle le media venture, c'est de la musique de cinéma qui est orchestrale, qui a de belles envolées. Hein. Par exemple, le thème principal de Transformers, c'est un très beau thème par Steve Jablonsky. Mais Steve Jablonsky, par exemple, c'est typiquement le compositeur de musique qui fait du media venture, c'est de la musique qui noie le film dans un style, qui est le style de l'époque. C'est toujours un truc qui lie de l'épique, donc des effets d'orchestre, tout ça, avec du moderne, donc des instruments du moment, guitare électrique, synthé, scratch s'il le faut, vocodeur, machin, ainsi de ce que vous voulez, à de la musique de film, et il y en a tout le temps, il y en a énormément, à part pour laisser les personnages faire leur show. Ce qui, par exemple, quand Ryan Reynolds commence à faire son show, la musique sait se faire un peu plus absente. Elle est plus présente quand c'est les autres personnages qui le font, les autres acteurs. Donc ça, c'est exactement les Media Ventures. C'est une musique orchestrale liée aux éléments de l'époque qui noie la musique quelque part, qui noie le film, pardon, dans la musique, et qui ne cherche plus à faire corps avec le film, mais bien à le tirer narrativement, comme à faire glue pour que le film fasse un tout. Mais si on l'enlève, c'est très intéressant, on se rend compte que le montage est particulièrement énervé pour pas grand-chose, très excité pour pas grand-chose. C'est juste parce qu'il faut faire avancer le plan, il faut que c'est l'air sympa. Et c'est comme ça, grâce à ces effets de mise en scène-là, l'hyper-agitation de l'image, le Media Ventures qui vient noyer un peu l'histoire, et la voix off qui vient par-dessus encore lier tout ça, on a grosso modo la même chose, le même principe que, grosso modo, les Ocean's Eleven chez Steven Soderbergh, c'est-à-dire un groupe de personnes qui montent un plan, et on voit ce plan se dérouler, les anicroches, ainsi de suite. Mais c'est très intéressant de voir le montage de Soderbergh en parallèle de ce montage-là, qui est beaucoup plus précis et qui joue beaucoup sur les points de vue. Qui regarde quoi ? Chez Michael Bay, c'est Michael Bay qui regarde l'histoire. Chez Steven Soderbergh, on a vraiment des points de vue différents. Les personnages voient ce qu'il se passe, et au final, on voit ce que les personnages voient. Chez Michael Bay, il y a vraiment des plans qui sont des plans gratuits, entre guillemets, qui sont des plans du réalisateur qui veut te montrer ça, parce qu'il te montre ça. Ça n'a pas de justification au-delà de ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou moins bon. Ça veut juste dire que c'est plus artificiel et que le fil émotionnel est plus abstrait. On finit clairement Six Underground, par exemple, et c'est le résultat de la mise en scène de Michael Bay, sans savoir réellement pourquoi, sans avoir été réellement proche des personnages, ou savoir réellement pourquoi on nous a raconté ça. C'est malin, parce que ça réussit on peut faire passer comme ça des messages politiques extrêmement graves comme quelque chose d'évident, et il y a plein de films qui le font le coup, je vous en reparlerai à l'occasion, mais en l'occurrence, Six Underground n'a pas de message politique autre que de dire les milliardaires, c'est des gens qui ont finalement un regard sur les choses plutôt juste. Je caricature, non, c'est pas vrai ce que je dis, mais tout ça pour dire... Je caricature exprès, mais on peut faire passer un peu n'importe quel message dans une forme qui, quelque part, est faite pour supporter n'importe quelle histoire, qu'elle soit creuse ou sans réel fond, comme c'est le cas dans Six Underground. Parce que, excusez-moi encore une fois de le dire, mais si c'est faire tout un film pour dire la dictature c'est pas bien, et la démocratie c'est mieux, comment dirais-je ? C'est un peu faible ? Voilà, je vais pas continuer beaucoup plus sur la mise en scène, mais vous avez grosso modo le style Michael Bay. Après, vous avez Sétique, qui l'a pas fait trop dans ce film-là, c'est le fameux, la contre-plongée qui fait un tour autour d'un personnage, une révolution autour d'un personnage, blablabla. Pas forcément présent dans ce film-là, mais voilà, on a quelques scènes d'action assez marrantes où il arrive à faire voler des personnages littéralement de gauche à droite d'un décor, et c'est plutôt spectaculaire, et c'est plutôt fun, et voilà, il sait renouveler de l'action. Ça, vraiment, la mise en scène de Michael Bay, c'est « je me fiche de comment ça va arriver », mais dans l'histoire, il va y avoir des scènes d'action folles, et c'est pour ça que les gens payent pour aller voir un blockbuster. Et ça, c'est le point de vue de Michael Bay. Les personnages sont cons comme des portes, c'est pas grave, on arrivera à noyer ça dans la voix off, et dans la musique, et dans le surcutage. Ce qui compte, c'est qu'on ait de la scène d'action folle, particulièrement énervée, pour pas grand-chose. Il y a une immense scène de poursuite au milieu du film. Elle est immense. Tu te dis que la scène va finir sur un twist, quelque chose d'important. Alors oui, plus ou moins, mais alors l'action n'a servi à rien dans ce dénouement, j'insiste, l'action a servi à que dalle. C'est vraiment, ou alors c'est la base de 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 l'action. C'est assez incroyable comme la scène est compliquée pour finalement raconter quelque chose de très simple. Et c'est constamment comme ça chez Michael Bay. Il gonfle des choses qui sont très simples, avec tellement de détails,
qu'on pourrait presque dire que ça tient debout, mais en fait, 2 secondes après la fin de la séquence, on se dit, ok, en fait, c'était tout ça pour ça. Et clairement, la mise en scène de Michael Bay, pour moi, son problème de fond, c'est tout ça pour ça. C'est agité, je viens de donner tous les détails du pourquoi du comment, pour finalement dire des choses pas très intéressantes. Je mets à part un petit peu Pain and Gain, qui est pas inintéressant sur son fond, mais je suis clairement pas dithyrambique dessus, et je ne ferai certainement pas rentrer dans la liaison des gens qui défendent ce film en disant que c'est une super critique sociale. Je suis désolé, regardez la filmographie de Michael Bay, c'est du Michael Bay pur jus, et comme par hasard, il y avait un scénario qui était plutôt intéressant derrière, et ça donnait quelque chose. C'est tout. Il faut arrêter de vouloir faire passer Pain and Gain comme une critique sociale extraordinaire, parce que je suis désolé, à un moment donné, l'auteur aussi, sa filmographie joue, et le film tout seul renvoie aux mêmes insuffisances. Je reviendrai là-dessus, oui, je suis un peu vénère sur Pain and Gain, mais ça m'attriste de voir ce film être aussi défendu, alors qu'il ne le mérite pas. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de transformer un objet cinématographique qui est clairement un blockbuster de production pure, claire et nette, qui sous prétexte d'être sur des faits réels, a fait rentrer Michael Bay au rang des auteurs. On se calme, c'est un auteur de cinéma, il n'y a aucun problème, il a un style et tout. Mais comme je pourrais le répondre à Durandal aussi sur Roland Emmerich ou sur d'autres, quand tes personnages sont systématiquement cons comme des portes et que tu noies tout dans ta mise en scène pour éviter qu'on remarque que tout est simpliste au point d'en être stupide, faut arrêter, ou voire même quelque part indigent, faut arrêter de me dire oui c'est un auteur, il faut le dire, mais c'est pas... tu peux être un auteur de merde, c'est pas la question d'être auteur, là, c'est pas le sujet. C'est un auteur, c'est un cinéaste, aucun problème. Après, on peut aussi dire que ses scénarios sont souvent indigents, que sa mise en scène est systématique, et que dans son système, quand je dis systématique, c'est dans le sens paresseuse, et qu'à un moment donné, son désir de constamment faire de la nouvelle scène d'action rend ses films, grosso modo, inodores et ne raconte plus rien. Et à un moment donné, le cinéma, il faut que ça raconte quelque chose. Et cette quelque chose, ça peut pas être juste une phrase ou un pitch du genre « quand on est mort, on n'a plus rien à perdre ». Oui, je sais, je suis chaud, mais paradoxalement, vous allez voir que dans ma conclusion, je suis plus cool que ça. Résistance, 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 résistance. Oui, je suis monté un peu sur mes grands chevaux, mais Michael Bay, c'est un sujet qui a tendance à m'énerver, surtout sur YouTube. Je vois des choses, je me dis « pitié, ne dites pas ça sur ce mec ». Bref. Pour conclure sur Six Underground et arrêter de délirer sur Michael Bay, c'est un film sympathique. On passera un bon moment, c'est du Michael Bay agréable. Le film essaye, par des atours entre guillemets de mise en scène, de faire croire qu'il est important, mais je crois que vous êtes plus intelligent que moi et vous verrez très très vite que ce n'est pas le cas. Nonobstant, vous passerez un bon moment, les scènes d'action réellement originales sont là. Encore une fois, Michael Bay a réussi à clairement vendre son principe. Je vais te mettre dans les yeux des scènes d'action que tu n'as pas vues ailleurs et ça va être spectaculaire. Et c'est vrai, il a réussi plus ou moins son coup, on n'avait pas vu ça ailleurs, pas comme ça. La scène de fin sur le bateau est très fun, la scène au milieu dans le penthouse est particulièrement marquante en termes de spectacle. Et c'est plutôt bien foutu en termes de mise en scène. Il y a toujours les mêmes défauts de mise en scène dont j'ai déjà parlé avant, mais j'en rajoute encore un. C'est que tout ce qui est chorégraphie de baston chez Michael Bay est souvent surdécoupé, je trouve que ça enlève énormément d'impact à ce qu'on regarde. On a notamment une séquence où Mélanie Laurent et j'ai oublié le nom de l'acteur, Ravier, butent des gens ensemble. C'est très joli dans l'idée, mais c'est tellement surdécoupé qu'en fait on se rend plus compte vraiment de ce qu'ils font. Heureusement pas trop, on sent clairement que les chorégraphes de baston ont su faire le taf avec les acteurs. Du coup, est-ce que je conseille Six Underground ? C'est un film sympathique, et cette idée, oui, j'ai oublié de faire la partie scénario, zut. Oui, j'ai oublié de faire la partie scénario, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée, hein, j'avais pas grand chose à dire là-dessus, simplement, je voulais dire simplement que chez Michael Bay, le scénario tient en une phrase, voilà. Et grosso modo, l'idée de fond qui fonctionne et qui fait que Six Underground est sympathique, et encore une fois, je n'ai pas du tout l'impression que Michael Bay en ait conscience, c'est que les personnages finissent par s'unir dans l'action, et comme le film est très généreux en action, on finit par être un peu à se rapprocher d'eux. On peut pas être proche d'eux parce que ce sont des archétypes. On ne peut pas être proche d'eux. C'est juste pas possible. À moins de s'imaginer des choses sur les personnages, on ne peut pas. Tel que le film nous le donne, il n'y a pas assez. Mais par contre, qu'eux finissent par s'unir dans l'action, c'est cohérent. Et ça correspond à ce que fait Michael Bay. Au final, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire de l'action. Donc autant lui filer des scénars où les personnages s'unissent dans l'action, pendant l'action. Parce que entre les scènes d'action, ça ne marche pas, ou ça devient tout de suite caricatural et comique, lourd. C'est pas très réussi. Encore une fois, la grande blague. Hein. Le Mexicain, l'espagnol du groupe, est drogué. Il a pris du gaz hilarant. Qu'est-ce que c'est drôle, oh mon Dieu.
comment dire, il se frotte derrière Mélanie Laurent, qu'est-ce qu'on rigole. Donc vous voyez le genre, quoi. Et les personnages eux-mêmes disent que c'est lourd, et en fait c'est lourd, pragmatiquement. Bref, tout ça pour dire, c'est du Michael Bay pur jus, mais ça reste du bon Michael Bay, parce que les personnages finissent par s'unir dans l'action, et ça rend le film cohérent. De là à dire que Michael Bay est devenu un grand réalisateur et que Pain and Gain est formidable, mettons les choses à leur place. Mais il faut que je fasse un podcast sur Pain and Gain, vous l'avez compris. Je vais m'arrêter là, merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, commenter, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai encore vu des nouveaux abonnés dernièrement, merci beaucoup d'arriver, c'est vraiment cool, n'hésitez pas à me suivre aussi, je ne le dis pas assez sur Instagram, où je fais des stories spécifiques qui sont sur Instagram en ce moment liées à la quarantaine, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à me dire ce que vous en pensez. Merci encore beaucoup de me suivre, et à très bientôt les amis pour une nouvelle critique sur Dachau. Sur la chaîne d'un mec qui parle trop. Je perds mes mots, c'est la fin là. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.